Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire. Je vais vous en expliquer quelques modalités pratiques. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Bénédicte Caron, je suis vice-présidente de la CPME en charge des affaires économiques. Et je vais avoir le plaisir d'animer avec les gens à mes côtés de la CPME, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Quelques mots d'introduction avant de vous présenter les invités qui seront avec nous tout à l'heure. Nous sortons aujourd'hui de plusieurs crises pour les chefs d'entreprise que nous sommes. La pandémie, le Covid, les difficultés liées au recrutement. Et aujourd'hui, nous butons sur l'escalade des prix des matières premières et surtout celui de l'énergie. Ça a plongé à nouveau les entrepreneurs dans une situation très difficile. À peine sommes-nous sortis de la tête de l'eau que nous sommes de nouveau sous l'eau avec ce problème d'énergie. La semaine dernière, vous avez été très nombreux à assister au webinaire portant sur les aides en matière d'énergie. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui n'ont pu y participer à le revoir en replay, puisque cette vidéo est disponible sur le site de la CPME. Aujourd'hui, la CPME souhaitait vous informer sur un tout autre volet de la crise énergétique, à savoir le risque de coupure énergétique. La Première ministre a fait le point sur les risques d'approvisionnement en électricité pour l'hiver 2022 et 2023. Les tensions sont fortes sur le marché de l'énergie et pourraient conduire à des coupures de courant, ce que l'on appelle des délestages. Le mois de janvier s'annonce comme un véritable test pour la résilience du réseau électrique et le gaz français. Bien évidemment, en fonction des aléas météorologiques, chose que nous ne pouvons pas prévoir. Si, comme l'a rappelé notre président de la République, il ne faut pas céder à la panique, le délestage est une possibilité et les entreprises doivent s'y préparer, ce qui nécessite d'avoir un petit peu de visibilité possible face à ce risque pour certains pour lesquels il pourrait s'agir d'arrêt d'activité. C'est pour cela que nous avons souhaité organiser ce webinaire et que nous avons à nos côtés des invités d'Enedis et GRDF qui sont là pour nous expliquer de manière très opérationnelle comment cela va se passer et quels sont les réflexes que vous, chefs d'entreprise, vous devez avoir. Parallèlement, la CPME a également souhaité faire intervenir la médiation, qui a en charge le comité de crise sur l'énergie. Ce sera le dernier recours pour les entreprises qui seront en grande difficulté avec leurs fournisseurs. Alors, je vais vous proposer de démarrer ce webinaire. Je vais tout d'abord remercier Monsieur Alexandre Morcel, qui est notre référent GRDF, qui se trouve en distanciel. J'ai à mes côtés, et je le remercie, Monsieur Thierry Vachon, qui est le directeur clientèle entreprise d'Enedis. Notre troisième intervenant sera Monsieur Nicolas Mort, qui est directeur général de la médiation des entreprises et qui sera donc le troisième intervenant et qui je remercie déjà de sa participation, qui sera donc le troisième intervenant de ce webinaire. Alors, juste une petite chose pratique. Compte tenu de l'outil utilisé, du nombre d'inscrits, nous sommes très nombreux cet après-midi, nous vous avons coupé vos micros et les visios, donc vous pouvez nous voir, mais nous ne vous voyons pas. Et pour faciliter nos échanges, vous êtes invités à poser vos questions dans l'onglet qui se trouve à droite, et nous essaierons au maximum de les compulser et de poser vos questions aux intervenants. Je me chargerai au maximum de faire le lien pour que nous ayons répondu à toutes vos questions. Voilà. Alors, le premier intervenant étant Monsieur Alexandre Morcel. Bienvenue à vous, Monsieur Morcel. Bonjour à vous. Bonjour à tous, merci pour Très bien. l'invitation. Ça nous permet de vérifier que le son marche bien. Et je vous laisse une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, pour faire votre présentation. Et après, nous vous poserons quelques questions. Très bien, je vous remercie.
Donc bonjour à tous, donc je suis Alexandre Morcel, donc je suis référent acheminement livraison à GRDF et je vais vous présenter aujourd'hui la situation d'approvisionnement du gaz en France, hein, faire un petit rappel sur notre fonctionnement aujourd'hui en termes d'approvisionnement et vous parler du contexte de cet hiver et des différents dispositifs qui sont à l'étude. Donc pour cela, hein, comme je disais, un rapide brief sur un peu les différents flux d'approvisionnement et les différentes infrastructures qui composent notre système gazier aujourd'hui et comment on a aussi su s'adapter au contexte de la guerre en Ukraine depuis le mois de février. Et enfin, faire un petit zoom donc vraiment sur les dispositifs donc, de rationnement en cours d'étude et du délestage gaz. Donc un rapide panorama sur les consommations de gaz en France. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on a un niveau de consommation à peu près similaire au niveau d'électricité. Donc par exemple, sur des données chiffrées de 2021, le volume global de consommation de gaz s'élève à 474 TWh, dont 60 qui se concentrent sur la période hivernale entre les mois de novembre et le mois de mars. En termes de typologie de nos clients, on a environ 11 millions de clients donc, particuliers sur le secteur tertiaire ou des petites et moyennes entreprises, et donc qui représentent environ un peu moins de 2 tiers de nos clients, donc qui sont principalement des clients qui sont raccordés au réseau de distribution, donc soit GRDF ou alors les entreprises locales de distribution. Donc ça, c'est pour un petit tiers de nos clients. Ensuite, le deuxième volet, ce sont les clients industriels qui sont raccordés directement sur le réseau de transport. Donc en France, on a 2 réseaux de transport donc, qui sont exploités et maintenus par GRT Gaz et puis par Terega, donc pour le sud-ouest de la France. Et enfin, la troisième typologie de nos clients sont les clients producteurs d'électricité, donc à partir de gaz, et ce sont les centrales à cycle combiné gaz et qui représente environ 8 de la consommation annuelle en France. Au niveau de nos infrastructures, donc on a différentes typologies d'infrastructures. Donc on a tout d'abord, donc comme je viens d'évoquer, les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Donc on a environ 39 000 km de réseaux de transport sur le territoire et 215 000 km sur les réseaux de distribution, donc qui permettent de faire transiter le gaz sur tout le territoire, donc du nord au sud ou de l'est à l'ouest. En termes d'approvisionnement, donc on a aujourd'hui 4 terminaux méthaniers qui sont en service, donc Dunkerque, Montoir de Bretagne et puis Fos-Tonquin et Fos-Cavaou. On a un 5e terminal qui est actuellement en cours de construction et dont la mise en service est prévue pour l'été 2023, donc qui se situera au Havre. Et ensuite, on a 16 sites de stockage qui sont répertoriés un peu partout en France et qui permettent de remplir les stocks en fin d'été et pour pouvoir passer l'hiver plus sereinement, et ce qui représente environ un tiers de la consommation de gaz en France, dont la moitié qui est utilisée au cours de l'hiver. Au niveau des flux de gaz, donc vous avez un panorama ici des flux avant, après le contexte de la guerre en Ukraine. Donc pour montrer finalement comment les flux se sont adaptés à ce contexte. Donc les principaux points d'interface que nous avions avec nos opérateurs adjacents, et notamment en termes d'import de gaz, donc ce sont des flux majoritairement qui proviennent de Norvège ou de Belgique et d'Allemagne. Et donc ça, c'est pour vraiment la partie transport via les gazoducs. Et ensuite, la deuxième grosse source d'approvisionnement, ce sont le GNL via les terminaux méthaniers. Et donc, suite au contexte de gaz, on a dû réinverser un peu les flux dominants pour équilibrer un peu le système européen gazier, donc pour délivrer également du gaz vers nos pays voisins, donc Belgique et Allemagne, et renforcer notre capacité d'approvisionnement en gaz via les terminaux méthaniers, et ce qui fait l'objet notamment du coup de la construction du 5e terminal dont j'ai évoqué tout à l'heure au Havre, et qui permettra d'augmenter encore plus notre capacité d'importation de GNL. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le panorama actuel.
Au niveau du stockage, donc là, vous avez sur le fond de la carte environ l'enveloppe globale sur les 5-6 dernières années, donc sur le niveau de stockage et de remplissage des stockages au cours de l'hiver. Pour l'hiver 2022-2023, on a atteint un niveau record de remplissage, hein, puisqu'on a atteint 99% du taux de remplissage de nos stockages, et ce qui nous permet d'être un peu plus serein pour le passage de l'hiver et d'avoir les stocks d'approvisionnement les plus hauts possibles pour, en cas d'hiver très froid et prolongé ou de risque de tension sur le réseau. Maintenant, je vais aborder la partie vraiment consommation sur les différents leviers et dispositifs qui sont au cours d'études et qui existent aujourd'hui en cas de problème vraiment imposé sur le réseau. Donc, on a tout d'abord un dispositif qui est à la main plutôt des fournisseurs, donc sur un peu l'équilibrage global du réseau, sur le fait de remplir les stockages, comme je viens de l'évoquer, pour préparer l'hiver et l'adaptation de ces flux entrée-sortie avec nos pays. Ensuite, on a bien sûr les mesures de sobriété, donc, qui n'échappent à personne, donc sur la sobriété énergétique. Donc un petit mémo sur vraiment les réductions de consommation. Donc, il faut savoir qu'une baisse d'environ 1 degré du chauffage réduit la consommation d'environ 7%, ce qui représente environ 17 TWh, hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'indiquais un volume global de consommation autour de 474 TWh sur l'année. Donc voilà, sachez que 1 degré de température en moins sur le chauffage, ça fait à peu près 17 TWh. Donc sur ces mesures de sobriété, en fait, donc, les opérateurs ont lancé une plateforme, donc un peu à l'instar de ce qui sera fait, enfin ce qui est fait par contre côté électricité et que mon collègue pourra vous expliquer aussi tout à l'heure. Donc c'est le dispositif EcoGaz, donc qui permet d'afficher en fait un baromètre de tension du réseau sur 5 jours, donc avec des feux verts, orange et rouge pour indiquer un peu le niveau de tension du réseau sur les jours à venir et avec aussi des éco-gestes proposés à suivre pour justement passer l'hiver plus sereinement. Et enfin, on a des dispositifs qui concernent vraiment les plus gros consommateurs, donc les consommateurs de plus de 5 gigawattheures par an. Donc, ce sont des mécanismes d'interruptibilité où en fait, les capacités sont rémunérées donc en cas d'utilisation et qui représentent un potentiel de 200 gigawattheures jour. Donc ensuite, je vais vous parler d'un mécanisme qui est actuellement en cours d'échange avec les services des ministères. Donc c'est le mécanisme donc de rationnement ou donc de répartition de la consommation, hein, qui est le nouveau nom en cours d'étude. Donc le rationnement, en quoi ça consiste? En fait, c'est le ministère qui fixera pour une période donnée un pourcentage de baisse que les clients de plus de 300 mégawattheures par an devront respecter. Donc, par exemple, si je prends un exemple, si le ministère décide en mois de janvier de décréter et d'activer ce dispositif, ils pourront demander sur les mois de février-mars, par exemple, d'appliquer une baisse de 10% par rapport à un certain niveau de consommation de référence que les gestionnaires de réseau vont devoir leur communiquer, donc à partir d'un historique de consommation basé sur les 5 dernières années, et ensuite vérifier que la consommation réalisée au regard respecte bien ce pourcentage de baisse imposé. Donc le projet de décret n'est pas encore sorti à ce jour, il est toujours en discussion. Il est possible qu'il sorte d'ici la fin d'année, mais en tout cas, dans l'état actuel des textes, le périmètre des clients impactés seront donc les clients qui ont consommé plus de 300 mégawattheures au cours de l'année 2021. Et à titre indicatif, ça représente pour nous, GRDF, environ 85 000 clients. Donc, ce sont des clients à la fois transport et distribution, mais donc, principalement des clients distribution de par le volume imposé. Donc, voilà. Sur les grands principes, donc on aura, comme pour le délestage dont je parlais juste après, on aura des critères d'exemption, bien entendu, qui seront définis, donc notamment pour les clients résidentiels, les clients exerçant des missions d'intérêt généraux. Donc voilà, on aura à peu près les mêmes critères d'exemption que pour le délestage dont je vais vous parler maintenant. Donc le délestage, donc pour le coup, le décret est sorti. Il a été publié le 7 avril dernier.
Suite à quoi, donc, une enquête annuelle a été communiquée pour collecter différentes infos sur les gros consommateurs donc, qui sont impactés par ce dispositif. Donc, le principe, c'est que sur demande de leur gestionnaire de réseau, donc que ce soit des clients qui sont raccordés directement sur le réseau de transport ou des clients raccordés sur le réseau de distribution, ces grands consommateurs seront sollicités pour réduire leur consommation ou arrêter complètement leur consommation suivant ce qu'ils auront répondu au titre de l'enquête. Donc, ce ne sont pas des coupures directes, comme on peut le voir ou l'entendre par ailleurs. Ce sont vraiment une demande du gestionnaire de réseau via des mails SMS qui seront envoyés à ses clients et qui leur demanderont d'effectuer une baisse de consommation. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important que je voulais insister dessus. On ne parle pas de coupure, on n'a pas, nous, les moyens de couper les différents clients concernés. C'est vraiment une incitation forte, puisqu'il y a un décret par derrière, donc d'appliquer cette baisse de consommation demandée par le gestionnaire de réseau sous 2 heures, et donc, où le client devra accuser réception et commencer à se mettre en capacité de faire ces réductions de consommation. Donc c'est vraiment un mécanisme qui permet de passer une demande de pointe et non pas un mécanisme sur la longueur comme le rationnement pourrait l'être sur plusieurs mois. Là, c'est vraiment en cas d'une situation exceptionnelle au cours de l'hiver, avec des températures très froides et avec un niveau de stockage assez bas si les soutirages ont été importants au cours de l'hiver. Donc voilà, c'est vraiment pour passer une pointe en cours d'hiver. Et concrètement, donc, le délestage concerne uniquement les clients qui ont consommé plus de 5 gigawattheures par an en 2021. Donc pour GRDF, ça représente environ 3 900 clients, donc sur les 11 millions de clients qui sont raccordés sur notre réseau. Et donc, comme je le disais, une enquête annuelle a été adressée à ces différents clients, donc, qui ont consommé plus de 5 gigawattheures par an, où ils ont pu renseigner les différentes informations, telles que des niveaux de consommation minimales ou des risques économiques qu'ils pourraient subir en cas de baisse ou d'arrêt de consommation. Et ce qui permet en fait ensuite aux différentes préfectures, donc associées à ces clients, de déterminer une liste d'ordres de priorité, donc qui sont affichés ici, hein. Donc en premier niveau, nous avons les centrales à cycle combiné gaz, donc qui permettent de produire l'électricité à partir du gaz. Ensuite, les consommateurs qui se sont considérés eux-mêmes, donc pouvant se délester sans préjudice. En troisième niveau, les consommateurs qui se sont considérés comme subissant un préjudice si on devait les délester. Et enfin, les consommateurs qui sont catégorisés en tant qu'exerçant une mission d'intérêt général. Donc voilà, on a 4 listes que les préfectures doivent retourner pour associer les différents clients sur ces différentes listes-là, et qui permettront aux gestionnaires de réseau d'appliquer, suivant le niveau de volume qui sera demandé par les transporteurs en cas de tension de réseau, qui permettront d'avoir cet ordre de priorité de délestage. Et concrètement, donc sur la mise en œuvre, sur ordre des transporteurs, donc les gestionnaires de réseau contacteront les interlocuteurs qui auront été renseignés dans le titre, au titre de cette enquête annuelle de délestage, donc via des SMS et des mails, auxquels ils devront accuser réception sous 2 heures. Sinon, les gestionnaires de réseau les relanceront jusqu'à avoir le retour. Et donc, si le délestage n'est pas respecté par le client, dans le décret, il est prévu des sanctions financières que le ministère gérera de son côté. En annexe, je vous ai mis donc des liens pour expliciter un peu ce que je viens de dire un peu plus en détail, donc sur le délestage et l'interruptibilité. Le lien vers le site Ecogaz, hein, qui est le baromètre avec les feux vert, orange et rouge, comme je parlais, et donc le décret officiel, donc 2022-495, qui explicite vraiment les grands principes du délestage et les différentes organisations autour de ça. Donc voilà en quelques mots, je crois que j'en suis arrivé au bout sur cette présentation du contexte gazier de cet hiver et des mécanismes en fait, qui sont prévus du côté des ministères pour pallier à une crise éventuelle d'approvisionnement au cours de l'hiver.
je crois que du coup, c'est le moment pour quelques questions. Merci beaucoup de votre présentation, Monsieur Morcel. J'ai quelques questions, peut-être plutôt quelques précisions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'EcoGaz est bien une application et à quelle date est-ce qu'on pourrait la télécharger? Alors, je sais que c'est un site internet, donc je viens de mettre le lien. Sur l'application, je n'ai pas la réponse sur le fait qu'elle soit disponible aujourd'hui et je note et je pourrai compléter les informations pour les communiquer par la suite. Je n'ai pas la réponse sur l'application mobile. Ok, si on a bien compris aussi, et je veux bien avoir votre réponse, votre précision. Si je suis gros consommateur, c'est que j'ai déjà été contactée par la préfecture de mon département qui m'a déjà informé que j'étais dans cette liste et qui m'a donc qui a déjà pris contact avec moi. On est bien Oui, d'accord? tout à fait. En fait, il y a une enquête annuelle donc, qui seront renouvelées chaque année, hein, même si le dispositif n'est pas enclenché, ce qui semble être le cas au cours de cet hiver. On est assez serein côté système gazier, mais il y aura une nouvelle enquête de toute façon qui sera renouvelée chaque année pour aller collecter les différentes informations à jour pour chacun des clients éligibles au dispositif. Donc effectivement, il y a déjà eu une communication envers ces 4000 clients pour récolter ces informations. Ok, donc on est bien d'accord que si je suis autour de la table tout de suite et que je n'ai pas été contactée, je n'ai pas à me soucier, c'est que je ne suis pas éligible et Exactement. donc je ne serai jamais délestée de gaz, ou tout au moins que je n'ai pas été reçue par la préfecture comme étant prioritaire. C'est ça. Ok, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va maintenant continuer avec Monsieur Vachon qui est à mes côtés. Je vais vous laisser la parole. Je pense que par contre, les questions risquent d'être plus nombreuses chez vous. Je pense que vous voulez en avoir plus, malheureusement. Bonjour à tous, donc Thierry Vachon, je suis directeur client, entreprise et professionnel chez Enedis. Alors je vais vous parler de la sécurisation du passage des hivers. Le premier mot, c'est sécurisation. Hein, c'est pas délestage, c'est pas problème et tout, c'est comment allons-nous faire pour tous ensemble passer le mieux possible cet hiver et donc si possible sans délestage d'ailleurs. Si on peut passer au slide suivant. Alors je vais vous donner quelques éléments de contexte et pour ça, j'ai fait appel à RTE qui m'a fourni un jeu de slides qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, la sécurité de l'approvisionnement en électricité, nous avons une guerre, on va dire, aux portes de l'Europe ou en Europe avec la Russie, et donc on a une difficulté d'approvisionnement en gaz. Alors, la ligne entre gaz et électricité, c'est parce que du gaz est utile pour produire de l'électricité. Un peu en France, mais dans certains pays, énormément. Et là, on a un lien parce que le système électrique européen est totalement maillé. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes autonomes, mais pas indépendants. Et donc, il y a des échanges qui se font d'électricité. Moins les pays, et notamment les plus à l'est, hein, moins ils ont de gaz, moins ils peuvent produire d'électricité, plus ils doivent d'abord penser à eux et le remplacer par autre chose. Et on sait bien qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus de centrales à charbon qui ont été remises en fonctionnement. Et évidemment, ils pourront moins nous aider que d'habitude. Il y a le problème de la disponibilité du parc nucléaire cet hiver. Alors, vous avez un diagramme, on voit plein de courbes, plein de choses, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si vous aurez le temps de regarder, mais vous verrez que la disponibilité, même si EDF, les centrales nucléaires sont bien revenues, elles sont bien revenues, mais à un niveau bien inférieur à ce qu'elles faisaient les années précédentes. Voilà. Et donc, il nous manque à peu près, on va dire aujourd'hui, à peu près 10 gigawatts. D'accord. C'est-à-dire 10 centrales. Oui, voilà. Hein, une centrale ancienne, c'est 900 mégawatts, on va dire 1 gigawatt.
Et puis les plus récentes, c'est plutôt 1300, 1400, 1450 mégawatts, en attendant un jour celle de Flamanville, l'EPR, qui fera 1,6 gigawatts. Bien. Donc il nous en manque 10, et évidemment ça ne tombe pas au bon moment. On a eu ces problèmes-là côté EDF, le groupe EDF a eu ces problèmes-là sur les problèmes de corrosion sous contrainte, qui est une chose qui est apparue, qui était c'était vraiment une découverte pour eux. Les stocks hydrauliques dans les barrages ont été, suite à la sécheresse exceptionnelle de cet été, étaient très faibles, mais vous verrez que EDF hydraulique a vraiment bien réussi à gérer pour préserver la ressource eau. Et donc, tout ce qu'on a pu faire comme économie d'énergie avant l'hiver, ça s'est traduit par on garde un peu plus d'eau dans les barrages, on en fait moins descendre. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a le bon fonctionnement des marchés européens, c'est-à-dire quelle solidarité, quels échanges nous pourrons avoir avec les autres pays. Et c'est un énorme levier. Voilà, donc tout ça fait que nous sommes cet hiver dans un fort risque de délestage, et nous avons eu beaucoup de chance au mois de novembre, avec un mois de novembre plutôt très chaud, et nous avons beaucoup moins de chance au mois de décembre, avec un mois de décembre plutôt très froid, mais ça a permis aux centrales nucléaires de revenir un peu plus. Il y a eu un effort important, puisque nous avons 41 gigawatts de production nucléaire en ce moment. Et nous avons aussi vécu des choses très intéressantes sur le plan des économies d'énergie. Sur les économies d'énergie, on voit très nettement une accélération. Nous étions à 6% en octobre. Nous étions plutôt à 8-9% d'économie sur l'électricité en novembre. Et là, tout dernièrement, on s'est aperçu qu'on atteignait pratiquement 10%. 10%. Donc ça, c'est extrêmement important pour éviter de passer en délestage. Donc les Français ont été très sages. Les Français ont été collectivement très sages, très dynamiques. Alors quelquefois, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Vous aviez parlé du prix, mais quand même, le particulier aussi a fait des efforts. On n'est pas tous seulement des chefs d'entreprise, on est chefs d'entreprise et on est aussi un particulier. On a fait des efforts dans tous les cas. N'oublions pas que 70% en hiver, 70% de la consommation est faite dans les bâtiments. On oublie ça, hein, c'est dans les bâtiments. L'industrie, c'est 10 gigawatts. 10 gigawatts, et c'est très stable. Mais le reste, 70% de la consommation en hiver, c'est dû aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Donc, dans ces bâtiments tertiaires et résidentiels, ce qui coûte beaucoup l'hiver, c'est le chauffage. Voilà, tout ce qui chauffe. Et quand je dis le chauffage, c'est tout ce qui chauffe. Si on est dans le particulier, ça sera aussi le four, hein, sèche-cheveux, le grille-pain, tout ce qui chauffe. Donc, consommez moins, je viens d'en parler. Et il y a un autre point très important. Ces courbes-là que vous voyez en bleu, ces courbes-là que vous voyez en bleu, c'est le profil de consommation sur 24 heures. La nuit, puis le matin, il y a une sorte de plateau, on le reverra mieux sur 2 slides plus loin, c'est une sorte de plateau. Ça rebaisse dans l'après-midi avant de retoucher une pointe qui est centrée autour de 19 heures, qui n'est même pas centrée autour, qui est centrée à 19 heures. Les Français sont 19 heures, c'est la pointe. Voilà, c'est comme ça. Il faut le savoir. Et c'est chaque jour la même chose, hein, c'est 19 heures. 19 heures, on allume la télé, on met le four en route. Oui, mais pas que. Il y a encore des personnes qui sont dans les bâtiments tertiaires. Il y a encore des personnes au travail. Et donc, c'est l'ajout entre les deux. S'il n'y avait que les personnes qui étaient chez eux, on serait retombé vers plutôt 20h, 21h. Voilà. Et là, il y a la concomitance des deux. Donc, là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment on peut consommer au meilleur moment. Ça, c'est extrêmement important. Pour le délestage, on consomme moins, très bien, bravo tout le monde, on consomme moins. Mais le délestage, c'est beaucoup comment consommer à un meilleur moment. Vous avez le droit de consommer, mais pas à ce moment-là. Voilà, pas au moment des pointes. Donc, comment on peut faire? Et si vous ne pouvez pas le faire, si on ne peut pas collectivement le faire,
on sera obligé d'avoir des moyens de sauvegarde. Et le dernier moyen de sauvegarde, le moyen ultime, avant d'une panne générale, c'est le système de délestage programmé. Donc, les horaires, c'est 8h, 13h le matin, pointe du soir, 18h, 20h. Alors, on va passer au slide suivant. Alors, vous avez entendu EcoGaz, hein, voilà, EcoWatt. Bon, mais je crois qu'EcoWatt est très connu, puisque maintenant, dans les journaux télévisés, sur les signaux météo, on a le signal EcoWatt qui nous est donné vert, orange, rouge. Pour l'instant, nous n'avons connu que du vert, et on espère que ça sera comme ça longtemps cet hiver. Orange, ça voudrait dire, c'est un système électrique qui est tendu, ça passe, ça doit passer. Mais enfin, il faudrait que tout le monde fasse des éco-gestes, ça serait mieux, on se sentirait mieux. Il n'y a pas beaucoup de marge. Rouge, eh bien, on est dans une situation tendue, sans éco-gestes supplémentaires, on va partir pour un délestage. Donc c'est le dernier signal pour nous dire, attention, plus que préparez-vous à un délestage, ça doit être surtout pour nous un signal, faites des efforts supplémentaires. Voilà. Alors, je vous parlerai même de mes efforts personnels supplémentaires pour vous donner quelques indications comme quoi c'est possible. Alors, c'est accessible sur le site monecowatt.fr, sur une application mobile. Et sur cette application mobile, vous pouvez même être notifié directement de ce signal s'il passe en orange ou en rouge. Voilà. Alors, on passe au suivant. Donc, l'alerte EcoWatt, c'est toujours RTE. Après, on passera sur le délestage. Comment ça se passe chez Enedis? RTE, c'est le réseau de transport, c'est les grosses lignes, et c'est lui qui est maître de l'équilibre offre-demande. Donc, J-3, il fait une prévision et il nous dit, attention, alors soit c'est vert, soit il nous dit c'est orange ou rouge. À J-2, il réactualise parce qu'il est plus près. Et à J-1, 15 heures, il peut nous donner le signal EcoWatt rouge. Ou sinon, il confirme que tout est vert ou orange. Donc, ça peut changer suivant des éléments que je vais vous indiquer après. Alors, si on peut passer au slide suivant. Donc là, on va parler de délestage programmé. Tout le monde connaît le mot délestage, mais l'important, c'est aussi programmé. On va voir. Alors, quelques données d'Enedis. C'est surtout pour vous indiquer qu'Enedis couvre 95% des clients au niveau national, pas 100%. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que certains de vous relèvent plutôt d'autres, on les appelle des ELD, entreprises locales de distribution. C'est par exemple le cas à Strasbourg, à Metz, à Grenoble ou dans d'autres régions. Ça couvre à peu près 5%, les ELD couvrent 5% des clients. Moi, je vais vous parler plutôt évidemment d'Enedis. Alors, il y a déjà eu des actions pour sécuriser le passage de cet hiver. Vous avez dû entendre parler, il y a eu ça dans les médias. Nous avons fait une action sur le décalage de la chauffe des ballons d'eau chaude sanitaires pendant les heures creuses méridiennes, entre 12h et 14h. Tous ceux qui avaient leur ballon d'eau chaude entre 12h et 14h, eh bien, on a fait faire un éco-geste automatique pour eux. On les a déplacés. On n'a pas déplacé les heures creuses, mais on a déplacé la chauffe vers le creux de nuit. Ça a touché 4,3 millions de consommateurs et ça a permis de baisser de 2,4 gigawatts deux tranches nucléaires entre midi et 14 heures, ou à peu près, c'est un peu plus midi 30 et puis c'est un peu moins vers midi et tout ça. Mais c'est très important parce que le plateau du matin, dont je vous ai dit qu'il est 8h, 13h, ben finalement, il se réduit plus vers 8h midi maintenant, alors qu'avant, il pouvait durer jusqu'à 14h. Avec ça, on a fait une baisse un peu plus franche à partir de midi. Ça réduit la durée où on sera pénalisé si jamais il y a un délestage. Donc, c'est assez important. Deuxième action que nous pourrions mettre en œuvre, uniquement sur ordre de RTE, celui qui gère l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est une baisse de tension. Cette baisse de tension, elle est réglementaire, autrement dit, elle est réglementaire, ce qui veut dire que les équipements électriques que nous avons tous doivent pouvoir tenir une baisse de tension de 5% de la tension nominale.
hein, eh bien, ça permet une baisse de charge de 4%. Voilà. Ce qui se passe, si vous aviez une... On n'a plus tellement ce genre de lampe, je l'espère pour vous, mais les lampes à incandescence ou les radiateurs qu'on appelle grille-pain, c'est-à-dire un radiateur très simple électrique, eh bien ceux-là baisseraient tout simplement de 5% leur rendement et donc vous auriez 5% de chaleur en moins, 5% de luminosité en moins. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça permet donc une baisse de charge. C'est tout ce qui est résistif. On peut passer. Et ça sera mis, le baisse de tension de 5%, ça serait mis avant un délestage. C'est la dernière opération avant le délestage programmé. Hein, on vous contraint. RTE nous dit, voilà, maintenant, moins 5% pour tout le monde. Si ça passe, on n'a même pas besoin de délester. Donc c'est mieux pour tout le monde. Et puis on remet le courant, la tension après. Sur le délestage, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le réseau public de distribution. Donc ce schéma montre à gauche le réseau RTE. Il est à très haute tension. La tension, donc en volts, 400 000 volts, 225 000 volts, 63 000 volts, ce sont nos artères de distribution finalement. Ça, c'est le réseau de transport. Et puis, nous, on va abaisser la tension pour que ça soit exploité par vous, utilisable par tous les clients, soit en moyenne tension, 20 000 volts, ou alors en basse tension, 230 ou 400 volts. Bien. Donc pour ça, nous avons des transformateurs dans les postes sources. Les postes sources, il y en a 2350 d'Enedis en France. Et puis, nous avons de ces postes sources des départs que l'on dit HTA, haute tension mais moyenne tension, haute tension niveau à 20 000 volts. Voilà. Et c'est de cela dont on va parler dans le délestage. Si on déleste, on délestera un départ. Donc, si jamais on doit délester, c'est toute la ligne rouge qui s'arrête d'être alimentée. Si elle s'arrête, si on prend la ligne du haut, ligne rouge, si elle s'arrête d'être alimentée, vous voyez que certains clients, comme des petites usines, clients HTA, n'auront plus d'électricité, mais le réseau basse tension, lui aussi, n'aura plus d'électricité. Donc, c'est tout un groupe. Ce groupe, un départ HTA, c'est à peu près, c'est une moyenne, alors elle est forcément fausse individuellement, mais en moyenne, c'est 1000 clients et c'est 1 mégawatt. Bien. Donc, ça, c'est géré par nos agences de conduite régionales, dites ACR, qui regroupent des gens qui vont conduire le réseau en permanence, regarder, observer ce qui se passe, et ce sont eux qui feront les opérations de délestage. Je vais en parler maintenant, plus qu'après, même si c'est réécrit dans le slide d'après. L'État, via les préfectures, peut nous indiquer, Enedis, s'il vous plaît, il y a un client ici extrêmement important pour la sûreté de l'État. Je ne souhaite pas qu'il puisse être délesté. Alors, si le client, c'est la petite usine là-haut, eh bien, tous ceux qui sont en violet là derrière ne seront pas plus délestés parce que ceux qui seraient non alimentés, c'est le départ, c'est-à-dire la ligne rouge. Tout le départ. Mais c'est pareil si c'est juste un client basse tension qui est absolument fondamental. L'important, c'est dès qu'il y a un client dit prioritaire dans les préfectures, eh bien, le départ ne peut plus être délesté. Voilà. Je pense que vous allez nous l'expliquer, mais si j'ai la chance, les hôpitaux, je pense, vont être sur... Oui, les hôpitaux font partie des choses évidemment, qui sont... Des gens qui ne peuvent pas être délestés, tout le monde peut le comprendre. Donc, si j'ai la chance, moi, ou d'habiter ou d'avoir mon entreprise sur la même ligne rouge que l'hôpital... Je suis de facto protégé. Je suis protégé. D'un délestage programmé. On a beaucoup de questions qui vont venir, mais vous inquiétez pas, on attend la fin de la présentation. Mais voilà. Je vais me presser. Non, prenez votre temps. C'est pour que tout le monde comprenne bien que, voilà, on va couper la ligne. Je suis une petite maison dans les violets et je suis protégé par un site client HTA, celui qui est marqué tout en haut, client HTA, qui est prioritaire. Je suis protégé, je ne peux plus être délesté. Très bien. Alors, passons là-dessus. Je reprends la courbe. C'est la courbe de jeudi dernier. Voilà. C'est la courbe de consommation. Alors, quand est-ce que le délestage pourrait avoir lieu? Je vous ai dit,
8h, 13h, 18h, 20h. Ça, c'est le message de communication. Je vais être un petit peu plus explicatif et travailler un peu plus en profondeur. Parce que si on retient que ces chiffres, on ne comprend pas exactement comment ça se passe. Ce n'est pas nous qui décidons 8h, 13h, 18h, 20h, pas du tout. C'est le système électrique qui commande. Donc, je vous montre la courbe de consommation et maintenant, on se dit qu'on empile les moyens de production qui sont disponibles à un instant T et je vais arriver à une certaine puissance. Alors, on va prendre, ça c'est toutes les heures, hein, vous voyez, de minuit jusqu'à 24 heures. Et donc, on prend la ligne supérieure, horizontale, marquée maximum. Ça, c'est le maximum de la consommation. Si mes équipements de production d'électricité ont une capacité de production au-dessus du max, je ne suis jamais délesté. Si cette capacité descend en dessous du maximum, mais qu'il descend d'un tout petit peu, hein, d'une petite ligne, vous voyez qu'il y aura un délestage, mais qui ne sera que le soir. Vous voyez bien que le matin est un petit peu plus bas que la pointe en accent circonflexe du soir. Du 19h. Du 19h. Vous voyez, c'est pile 19h, toujours 19h. Donc, ce qui veut dire que peut-être il y aurait, dans ce cas-là, un délestage entre 18h50 et 19h10. Si maintenant je baisse encore mes équipements de production, ma capacité de production avec cette ligne droite, imaginez-la un petit peu plus bas, eh bien, je vais couper le matin et le soir. Et plus je vais avoir de déficit de capacité de production pour la même consommation, plus vous voyez que les plages pendant lesquelles je vais devoir délester sont importantes. Imaginons donc que je sois, je ne sais pas, là je ne vois plus rien, mais à 70, là c'est un chiffre 70 si je me souviens bien, gigawatts là, eh bien on couperait vers 7 heures. Ah non, parce que ça c'est 8, donc vous voyez 7 heures, et puis ça irait de nouveau un peu mieux vers 13 heures, et puis je recouperais vers 17 heures, jusqu'à... Voilà. Donc c'est ça qu'il faut avoir comme idée. Le plus probable, mais évidemment pas qu'on ait un déficit énorme, puisqu'on passe presque tous les jours aujourd'hui. Tout à fait. Le déficit sera léger s'il y en a un. Mais pour autant, il faut mieux que vous ayez ça comme compréhension, parce que sinon, on ne comprend plus pourquoi vous m'avez dit 18h, 20h et vous me coupez à partir de 17h30. Ben, ça dépend de ce qu'on vit. Alors, qui peut-être, où est-ce que ça peut se faire ? En France métropolitaine, continentale. On ne parle pas des dom-toms, on ne parle pas de la Corse. La Corse, c'est un autre système électrique, il marche avec d'autres choses, et ils ont ce qu'il faut. Alors, ils peuvent avoir aussi des problèmes, mais ce n'est pas celui-là. Donc, ici, nous n'avons pas de problème de réseau. Moi qui représente Enedis, le réseau de distribution n'a aucun souci. Ce n'est pas un problème de réseau, c'est un problème de production, d'équilibre entre la production électrique possible à un moment et la consommation. Alors, comment ça se passe ? RTE, c'est lui qui va gérer les équilibres. Il établit une demande de plan de délestage pour Enedis la veille d'un jour. Alors, vous avez compris, il y a le J-3, il vous dit attention, ça va être tendu, mais c'est seulement la veille à 15 heures qu'il nous dit là, on ne peut rien faire, il faut que vous programmiez votre plan. Et donc, il nous demande par région, par agence de conduite régionale, mais donc par région. Et par plage horaire. Il va nous définir, moi c'est que entre 18h et 20h le matin, il n'y a pas de problème, ou alors il nous dit aussi, j'en ai aussi le matin. Il va nous dire, voilà ce que je voudrais comme volume de puissance de consommation que je puisse écréter, et puis voilà les plages horaires. Et nous, on va, chez Enedis, configurer des blocs de 100 MW de départ HTA. Il nous demande des blocs de 100 MW et pour des créneaux de 2 heures environ. Donc, les blocs de 100 MW, ça fait à peu près 100 départs. 100 départs qu'on va devoir... 100 lignes rouges. 100 lignes rouges qu'on va devoir couper, en effet. On va les programmer dans nos machines. Et j'ai mis pour des créneaux de 2 heures environ, je dois, là encore, être un petit peu explicatif. Parce que tout le monde va retenir le 2 heures et oublier le environ. Alors, pourquoi 2 heures environ ?
parce que le système électrique, il est toujours équilibré. Toujours. C'est justement pour ça qu'il y a des problèmes de délestage, c'est si jamais on a un déséquilibre important. Il ne faut pas que lors des opérations de délestage, on le déséquilibre. Donc, quand on nous dit 8 heures, 10 heures, ça fait bien 2 heures, mais on va commencer à 7h53. 7h53, il y en a qui vont partir, 7h54 partir, 7h55, 7h56, voilà, pendant 7 minutes, poum, 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 poum. Oui. Comme ça lisse un peu l'effacement, on va dire. Et quand on releste, ce qui veut dire qu'on revient, on remet d'électricité, là, pareil, on va recommencer sur 7 minutes. Donc, ce qu'on prévoit de 2 heures environ, là, certains vont être un petit peu avant et peut-être jusqu'à 2h14, 2h15 à peu près. D'accord? Qui est impacté? Alors, juste une petite question, on va commencer à vous en poser quelques-unes parce que je suis envahie par les questions, mais on va y arriver. Quand vous nous dites, et quand on le voit sur le schéma, 19h, j'ai ma pointe, demain, je ne passe pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une coupure d'électricité que de 18h30 à 19h15, puisque… Tout à fait. Voilà. Très bonne question. Parce que tout le monde me dit, enfin voilà, très bonne question. Pourquoi couper 2 heures quand en fait c'est la mauvaise demi-heure qu'on a passée? Alors je n'ai pas tout dit évidemment parce que c'est compliqué de tout vous donner comme explication très vite. Ça, c'est très important de comprendre que c'est un délestage programmé. Le mot programmé est important, c'est-à-dire que nous, Enedis, on nous demande de programmer. En fait, c'est comme si RTE dit, moi j'ai besoin de cartouches parce que je sens que ça va mal se passer demain. Donc, préparez-moi les cartouches. Mais je ne les utilise pas encore. Je les utiliserai demain. Et demain, il ne les utilise pas comme on l'a prévu qu'elles soient. Il nous dit, par exemple, entre 8 et 10, à 8 heures, finalement, il n'a pas de problème. Ben, il n'a pas de problème, il ne déleste pas. Et il nous dit, à 9 heures, il nous appelle. Parce que nous, on a programmé les cartouches, mais on ne les a pas actionnées. Voilà, vous n'avez pas appuyé. On a préparé. Hein. À 9 heures, il nous appelle pour dire, là, c'est parti, il faut y aller. On appuie. Donc 9h, il y en a une qui coupe, 9h01, on a compris qu'on coupe la ça coupe comme ça. Pendant 7 minutes. Comme elle est programmée 8h, 10h, dans tous les cas, à 10h, c'est fini. D'accord. À 10h, plus ou moins 1 minute, parce que ça, il y a un relestage qui se fait. Hein, d'accord? Mais ça va se faire. Mais peut-être, pourrait-il nous dire, pourquoi pas, à 15, alors peut-être c'est un peu bête de prendre cette idée-là, mais enfin, pourquoi pas, à 15, de dire, finalement, c'est bon, vous pouvez relester. On relève. Donc, le 2 heures, c'est la programmation. Environ 2 heures, c'est la programmation. Lui, il a comme un bon à tirer sur ces 2 heures, sur ce bloc-là, dans telle région, tel ACR. Mais s'il ne veut pas l'utiliser, il ne l'utilise pas. C'est le jour J, au moment du délestage. Alors, maintenant que j'ai dit ça, vous allez tout de suite imaginer que, parce que je connais les quelques questions que vous m'avez posées, et puis j'en connais tellement qu'on m'a déjà posé. Si jamais vous faites des efforts, nous faisons tous des efforts collectivement, il n'y a pas besoin. On a programmé, oui, on les a programmés. Les cartouches sont là, RTE est prêt à appuyer, nous on est prêt à dégommer. Mais il ne se passe rien parce qu'on aura suffisamment baissé pour passer le cap et ne pas faire de délestage. Donc, c'est pas que la programmation, c'est une chose. On va faire de la prévenance, c'est une chose, mais ce n'est pas la réalité de ce qui arrivera le lendemain. Ce qui arrivera le lendemain, c'est véritablement en temps réel. Alors, quand il nous appelle, nous, on a 1 à 2 minutes pour s'exécuter. Ok, alors, on ne vous affolez pas. J'ai bien compris aussi qu'il y avait plein de questions sur la géolocalisation. On va y venir après. Pour finir avec la durée, moi, je suis chef d'entreprise. Vous m'avez envoyé, on va voir comment on va le faire. On a des questions sur comment je suis informée de ça. Mais j'ai compris que vous aviez besoin, vous risquiez de nous couper. Moi, je suis chef d'entreprise. Je pense que j'ai des mesures à prendre en me disant, je risque d'être coupé demain à 18h ou demain matin à 9h. Je ne sais pas, vous me dites aujourd'hui, je ne sais pas si je serai obligée de vous couper. Donc moi, je ne sais pas si vraiment je dois prendre des mesures de sécurité, si je dois fermer des rideaux, si je dois fermer des portes pour ceux qui vont avoir du froid négatif, si je dois fermer des rideaux pour les commerçants qui ont peur demain d'être attaqués. Je ne sais pas si je le fais parce que je ne peux pas savoir si je serai vraiment coupée ou si je ne le serai pas.
On est bien d'accord avec ça. Vous allez m'obliger, enfin, vous allez nous dire, vous allez me dire, vous pouvez être coupé demain matin entre 8 et 10, et en fait, peut-être que je ne le serai pas. Exact. Ou je ne serai coupé que de 9h à 9h15. Exact. Et puis, il faut comprendre que notre programmation, elle a une marge de sécurité pour RTE. Bien sûr. Ce n'est pas nous qui la faisons, c'est RTE qui nous la demande. Mais donc, normal. Les cartouches qu'on a prévues, elles sont forcément plus importantes qu'ils ne pensent véritablement avoir besoin. Donc, en effet, oui, il y aura forcément des personnes qui, si jamais il y avait un éco-watt rouge, recevraient des messages et peut-être qu'il ne se passera rien pour eux. Bon, donc, mais quelque part, c'est mieux quand même. Hein. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais pour que tout le monde comprenne bien, mais je vois bien toujours les questions sur la géolocalisation, ça va venir. Vous n'allez pas plus vite que nous. Mais voilà, pour que tout le monde comprenne bien, ça signifie quand même que nous, en tant que chef d'entreprise, on va devoir se dire, on peut, on a toutes les chances, on a des chances d'être coupé de telle heure à telle heure, et c'est pas sûr que ça sera le cas. Exact. Bon, voilà, en fonction de la sensibilité de chacun. Et alors, et de nos éco-gestes à ce moment-là. Et alors, je vous ai dit que nous sommes arrivés, alors on ne sait pas si ça va continuer, mais pour le moment, on observe une baisse de 10% de la consommation française au total sur l'électricité. C'est juste extrêmement important. On parle de pratiquement 7-8 gigawatts. 7-8 centrales. Donc oui, c'est énorme. Personne ne sait, parce qu'on ne l'a jamais fait, personne ne sait quelle serait l'action de nous tous Français si on nous disait attention, demain, éco-watt rouge. Eh bien, je peux penser personnellement qu'il y aura des choses qui seront faites et donc il y aura moins de consommation encore que prévu. Mais quel impact? Je ne sais pas. Donc, comme je vous l'ai dit, à titre personnel, on peut donner une idée, à titre personnel, donc c'est un particulier qui vous parle là. Hein. Moi, j'ai un système avec un chauffe-eau, mais je suis pas en heure pleine, heure creuse, le tarif de base. Donc moi, je sais que le chauffe-eau, il ne sera allumé que la nuit. Je mettrai mon chauffe-eau avec mon petit disjoncteur au niveau du tableau électrique, je ne le mettrai que la nuit pour éviter ça. Voilà une petite action. Juste une petite question, on a eu une question tout à l'heure sur justement, vous nous avez dit tout à l'heure que les chauffe-eau que vous rechargiez de midi, que vous appeliez de midi à 14h, avaient été appelés la nuit. Si mes souvenirs sont bons, c'est vous qui envoyez un petit signal et que le particulier n'a rien à faire. On est bien d'accord? On est bien d'accord. C'est une question. Oui, c'est une question, c'est très bien. Uniquement pour ceux qui sont télécommandés par leur compteur. Il y a aussi qui ont branché dans leur installation électrique un fil pilote, c'est comme ça qu'on appelle un fil pilote de leur chauffe-eau vers leur installation et le compteur leur donne le signal, attention, c'est heure pleine, heure creuse, tac, tac, je te donne. Et c'est ce signal-là qu'on a inhibé pour pas qu'ils se mettent en route, malheureusement, aux heures creuses méridiennes. Voilà. Hein qui est impacté? Voilà, alors on arrive sur la zone géographique et maintenant vous allez comprendre si ça peut vous arriver à vous ou pas. Voilà. Qui est impacté? Tout le monde. Tout le monde, sauf quelques sites prioritaires. Alors souvent, on confond, les mots c'est important, on confond souvent les clients avec les sites. Je parle de sites, pas de clients. Ce n'est pas les clients qui sont prioritaires. Est-ce que l'armée, très importante, on prend pour la sécurité, est-ce que l'armée est prioritaire? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des sites de l'armée ou de la défense qui sont prioritaires? La réponse est évidemment oui. Mais si jamais on parle de l'habitat, de maisons où il y a des soldats ou des militaires, ils peuvent être coupés. Oui. Hein? Mais par contre, si on parle de la base navale hyper importante de Brest, de Toulon ou autre, la réponse est non. Voilà, donc, ces sites prioritaires sont définis pas du tout par Enedis. Ce n'est pas la peine de venir nous voir, tout le monde est venu me voir pour savoir, pas nous, je ne veux pas être coupé, faites en sorte que, non, ça ne marche pas comme ça. Les sites prioritaires sont définis par les préfectures. Il n'y a que les préfectures qui les définissent. Est-ce que vous pouvez avoir l'information de quels sont les sites prioritaires? La réponse d'Enedis est non. Nous ne pouvons pas communiquer sur cette information qui est de l'ordre du confidentiel défense. En revanche, les préfectures indiquent aux sites prioritaires qu'ils sont prioritaires, individuellement.
Pour ceux qui ne sont pas prioritaires, la préfecture est muette. Et nous encore plus. Voilà. Ces sites prioritaires, eh bien, comme vous l'avez vu dans le schéma avec la ligne rouge et puis le client HTA, etc., eh bien, ils vont embarquer des départs qu'on ne pourra plus délester et ça va représenter 38% de la puissance. 38% du réseau ne délestera jamais. Jamais de manière programmée. Il peut toujours y avoir des incidents. Les incidents, ça arrive. Hein. Mais programmé, non. Voilà. Et donc, c'est sur les autres que ça se passe. Et là, par contre, il y a une équité entre clients et territoire. Et il y a un système de rotation où, dans notre système, c'est environ 2 heures. Et au bout de ces 2 heures, on passe à un autre. Si jamais RTE nous dit « je veux 100 mégawatts, que vous me fassiez 100 mégawatts de délestage entre 8 heures et midi », on fait un bloc entre 8 heures et 10 heures, et puis celui-là à 10 heures, celui-là va retrouver l'électricité, et un autre bloc va prendre la suite d'autres clients qui seront 10 heures midi. On est d'accord. Alors, quelques questions, si vous permettez. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, si je n'ai pas été contacté par la préfecture, c'est que je ne suis pas prioritaire. Exact. Je ne représente pas un hôpital, on a bien compris que les hôpitaux allaient forcément tous y être. Donc, de toute façon, c'est que je ne suis pas prioritaire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la peine que j'appelle la préfecture, on est bien d'accord, ça fait comme on a dit tout à l'heure pour le gaz. Si je n'ai pas été contacté, c'est que c'est fini pour moi. C'est déjà en place et tout a déjà été prévu. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, comment… Et puis qu'il fallait le demander. Hein, oui, d'ailleurs, il y a la préfecture, c'est pas toujours complètement tout ce qui est hyper important. On a d'ailleurs vu des messages, et vous l'avez vu aux informations, pour des particuliers qui n'avaient pas du tout été contactés par les préfectures. On a vu passer des messages pour les particuliers qui avaient vraiment besoin d'électricité, pour des gens qui vivent avec des bouteilles d'oxygène ou qui ont des problèmes de santé particuliers. On a vu passer des messages sur les médias. Au risque oui, voilà, les médias. Voilà, les médias ont fait passer des messages en disant « faites-vous connaître ». Ça, c'est une chose. Comment moi, aujourd'hui, je peux savoir que maintenant que je suis une entreprise concernée, je n'ai pas été contactée par la préfecture, que je vais plus être délestée entre 8 et 10 ou entre 10 et 12. Voilà. Comment je vais savoir? Oui. Donc ça, on va en parler juste après. Alors, on vous laisse continuer. Alors, le déclenchement, on l'a dit, mais c'est écrit, je le redis, le déclenchement, c'est pas parce que c'est programmé que c'est délesté, c'est seulement à la demande de RTE, c'est pas Enedis, c'est RTE qui tout d'un coup voit que tout d'un coup le déséquilibre est trop flagrant, il faut absolument rééquilibrer le réseau, sinon c'est tout le monde qui part. C'est une panne générale, donc il nous demande de délester, et c'est en temps réel le jour J. Comment on remet en service? Ça se fait automatiquement, l'électricité va revenir pour vous, au bout de 2 heures, vous n'avez rien à faire. Très bien. Je ne parle pas de l'ordinateur, du machin, est-ce qu'il va revenir dans la même configuration? Je n'en sais rien, je ne connais pas vos installations électriques. En revanche, est-ce que l'électricité reviendra? Oui. Alors, il faut qu'on accélère parce qu'il… Il faut qu'on accélère. Donc, ici, RTE fait des prévisions hebdomadaires chaque semaine et à J-3, il peut vous signaler, attention, le signal EcoWatt rouge. Je crois que quoi que vous fassiez, vous en serez bien au courant. Néanmoins, nous envoyons à tous les clients, alors je suis obligé de parler dans mon jargon, c'est horrible, chaque type d'entreprise a son jargon, donc on les appelle les C1, C4, c'est tous les points de livraison qui ont une puissance électrique supérieure à 36 kVA. Tous ceux, les plus gros, quoi, si vous préférez, tous ceux qui sont à plus de 36 kVA, c'est-à-dire il y en a quand même plus de 500 000, tous ceux-là vont recevoir un email ou un SMS ou les deux, pour autant qu'on ait les données de contact digitales, parce que si on ne les a pas, je ne vois pas comment on peut les envoyer. Donc on y reviendra. Ils vont recevoir une information. Attention, dans 3 jours, c'est un jour rouge, donc vous pourriez être délesté. Dans tous les cas, dans tous les médias, radio, télévision, réseaux sociaux, il va y avoir ce message qui est, et même gouvernemental, RTE, qui va être, attention, signal EcoWatt rouge, hein, c'est la même chose. Hein, donc je ne pense pas qu'on va rater l'information, ça c'est clair. Voilà.
Mais on ne va pas savoir si nous… Non, vous ne savez rien de tout. Voilà, on va savoir qu'il y a un éco-watt rouge, donc on va ouvrir nos oreilles. Oui, parce que le lendemain, on va se dire, est-ce qu'il actualise après l'actualisation? Parce que vous avez vu peut-être dans le slide d'avant, j'ai mis 1 degré, c'est 2,4 gigawatts de plus. 1 degré en moins l'hiver, c'est 2,4 gigawatts de plus d'électricité demandée. Donc, évidemment, RTE peut, dans ses prévisions, se tromper assez facilement avec la météo d'un demi-degré, voire 1 degré. Et hop, on bascule d'orange à rouge. Voilà, c'est assez simple. Donc, en J-1, la veille du potentiel délestage, à 15 heures, RTE nous demande, voilà, par région, voilà les blocs de 100 MW que je veux, et voilà leur plage horaire. On les constitue, on a besoin de 2 heures pour les rentrer dans nos machines, pour sortir nos plans et pour assurer la prévenance. Donc, autour, on met toujours à partir de 17 heures, on peut informer en donnant des cartes de départements qui sont concernés et via le site Mon EcoWatt, le même site qu'on a mis dans les slides précédents, le site Mon EcoWatt, il y aura un lien sur un site internet Enedis où vous pourrez renseigner la rue, la commune et savoir sur quelle plage horaire vous êtes délesté le lendemain ou si pour vous, il n'y a pas de plan de délestage. Très bien. À partir de 17 h, Mon EcoWatt, vous y allez, tac, vous y accédez. Hein. Voilà. Moi, j'ai fini. C'est formidable. Alors, attendez. Voilà. Je pense que sur la géolocalisation, tout le monde a compris qu'en allant sur le site EcoWatt avant 17 h, enfin, avant 17 h, il n'y aura rien. À partir de 17 h, je suis capable de savoir. Donc, en clair, j'ai un EcoWatt rouge il y a 3 jours, je suis interpellée, je sais que ça peut arriver. La veille et l'avant-veille, je continue à faire attention. Tout d'un coup, je me rends compte que oui, c'est bon, le rouge reste. Donc, je vais, après 17 h, mettre sur ce site qui va être à saturation, par contre. Ah, on a prévu une bande passante terrible. On a testé. Voilà, oui. Parce qu'on va être, j'ai envie de dire, ça nous rappelle des mauvais souvenirs il y a 2 ans. Donc, on va aller tous sur ce site-là, mettre sa rue et se dire, je suis concerné parce que je suis sur un fil rouge dont on va me couper. Donc, on est bien d'accord que quand je suis sur le fil rouge, que ça soit entreprise, particulier, tout le monde est coupé. Quand je vois des questions, on me dit, qu'est-ce qu'on fait pour les TPE ? Eh bien, on ne fait rien parce que malheureusement, si vous êtes sur le site rouge, vous allez être coupé. Ah oui, alors là, il n'y a aucun choix de client derrière. Les gens qui sont derrière un fil rouge, s'il n'est plus alimenté, il n'est plus alimenté. Alors, on vous pose une question sur les multisites. On est bien d'accord que là, on travaille par site et qu'on peut être coupé, je vais prendre à Nice, et pas être coupé à Marseille. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà, donc pour les entreprises qui ont des multisites, on est site par site et rue par rue. Voilà, donc le plus gros système, c'est Mon EcoWatt. On va dessus, rue commune, on sait si on est délesté et les plages horaires. Avec toujours la même idée, vous serez délesté potentiellement environ 2 heures de telle plage à telle plage. Et pour ceux qui ont des sites qui ont des sites avec une connexion électrique, un point de livraison, on dit, un point de livraison électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA, alors eux, ils peuvent avoir une information envoyée par SMS ou email, pourvu que nous ayons l'SMS et l'email. Comment fait-on pour être sûr? Parce que oui. Dans ce que vous venez de me dire, il y a quand même quelque chose qui me rassure, c'est que moi, j'ai compris que j'étais en rouge, je vais quand même aller sur le site pour être sûr que si vous n'ayez pas mon SMS ou mon email, voilà. Si vous m'avez envoyé un SMS ou un email, bon, en me disant vous êtes coupé, c'est plus la peine d'aller voir. J'ai compris que j'étais dans, je faisais partie du mauvais quartier, mais voilà. Alors, comment on peut vérifier quand même qu'on vous ayez nos coordonnées? Alors, avant, sur le site, vous allez voir des cartes. Donc, n'allez pas taper parce que vous avez bien compris que ça pourrait être dense. Ça pourrait être dense. Complètement. Donc, vous verrez des cartes. Les cartes sont là pour vous éviter de taper si vous êtes dans des zones où on voit qu'il ne se passe rien. Hein, vous regardez, si votre département est tranquille, n'allez pas taper une adresse. Laissez les autres en profiter. Et sinon, les autres mettent rue commune et ils le savent. Alors,
après. Donc, il n'y a pas de vision globale, visibilité globale pour une entreprise qui a plusieurs sites sur tout le territoire, de regarder territoire par territoire. Alors, pour les autres, il y a sur tous ceux qui ont des sites qui sont supérieurs à 36 kVA en connexion électrique, en puissance électrique, pourvu qu'on ait des données digitales, on vous envoie soit un SMS, soit un email pour vous dire monsieur, voilà, vous serez coupé 2 heures environ de telle plage à telle plage, etc. Ça peut être le matin et le soir. Tiens, je ne l'ai pas dit. On peut être coupé 2 fois dans la journée. Et plusieurs fois dans la semaine, du coup. Alors ça n'a rien à voir, oui. Vous pouvez être coupé plusieurs fois dans la semaine. Et je dirais même que si ça arrive, ça sera sans doute plusieurs fois dans la semaine. Parce que souvent, comment ça se passe? Il faut que vous regardiez. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en amont pour vous informer. En fait, certes, il y a des problèmes en Ukraine, certes, il y a des problèmes de centrales nucléaires, mais il y a surtout une chose très très importante, c'est la météo. Donc, est-ce qu'il y a une vague de froid où il fait chaud? S'il fait chaud, c'est bon, vous êtes tranquille, quoi, hein. Mais si vous voyez que la météo annonce une vague de froid, c'est dangereux. Parce qu'évidemment, c'est là où, avec le 2,4 gigawatts par degré de moins, c'est là où ça va agir. Mais il y a un autre phénomène qu'on oublie beaucoup. Les éoliennes. Les éoliennes ne tournent que s'il y a du vent. Et donc, en général, malheureusement, il y a des moments où c'est très anticyclonique et très froid. Très froid et anticyclonique. Anticyclonique, pas de vent, pas d'éoliennes, pas de production. Donc, c'est là où il y a des manques, souvent. Et ça dure rarement un seul jour. C'est plutôt sur 2-3 jours. Donc oui, il se pourrait qu'on ait plusieurs jours d'affilée. Mais plusieurs jours d'affilée, ce n'est pas forcément de délestage. Peut-être que c'est plusieurs jours d'affilée d'éco-gestes. Peut-être que c'est plusieurs jours d'affilée où il va falloir faire beaucoup d'efforts. Ce n'est pas pareil. Alors, on voit, et ça sera ma dernière question parce que l'heure tourne et nous avons un troisième intervenant. On vient de poser une question sur quels sont les risques. Et est-ce que nous avons beaucoup de risques, et je voudrais vous entendre là-dessus, est-ce que nous avons beaucoup de risques d'aller vers le schéma que vous venez de nous expliquer, qui était très clair et sur lequel vous avez apporté beaucoup de réponses, qui sont beaucoup plus pragmatiques que tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de risques d'aller vers ce scénario-là ou pas? Alors, on ne vous demande pas de nous lire. Je sais que vous n'avez pas une grenouille qui monte dans un bocal pour savoir s'il va faire froid ou chaud, mais oui. Vous croyez à quoi? Alors, je réponds à la question que vous m'aviez posée précédemment, je n'avais pas répondu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir le message SMS ou email? Il faut que vous donniez à vos fournisseurs d'électricité, vous les connaissez, aux fournisseurs d'électricité, vous leur dites voilà l'adresse à laquelle je veux être prévenu, et il faut qu'ils le rentrent dans leur système pour qu'après ils nous le transmettent. C'est comme ça que ça doit marcher. D'accord? Maintenant, est-ce que je crois? Alors, RTE fait des analyses. Avec tous les éco-gestes qui ont été faits et presque 10% d'économie, jusqu'à la fin de l'année, on devrait être tranquille. Parce que là, on a subi le plus froid lundi, mardi, ça va remonter en fin de semaine, les températures vont remonter, le vent va reprendre, et pas seulement en France, mais aussi un peu en Allemagne. Voilà, donc ça devrait être mieux. Et globalement, il faut retenir encore 2-3 choses. Oui, il y a plein de choses à retenir. La consommation électrique, elle est principalement dans les jours de semaine, du lundi au vendredi. Un peu moins le lundi matin, un peu moins le vendredi soir. Je ne vais pas vous étonner avec ça, hein. Mais c'est du lundi au vendredi. Le samedi compte moins, est moins important en consommation électrique. Et le dimanche, beaucoup moins. Donc, il est assez rare d'avoir, il serait exceptionnel, il faudrait vraiment qu'il fasse un froid exceptionnel, il est assez exceptionnel d'avoir des jours de délestage un week-end. C'est plutôt du lundi au vendredi. Malheureusement pour les entreprises, mais c'est quand même plutôt du lundi au vendredi. Voilà. Et puis, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais... Non, une dernière chose, on a énormément de questions qui disent, mais moi, qu'est-ce qui est prioritaire? Vous nous confirmez que c'est les préfectures. Donc, on a vu les antennes relais, les piscines, tout ça. C'est les préfectures qui ont... Les antennes relais seront-elles coupées? A priori, il y en aura. Il y en aura qui seront coupées. C'est les préfectures qui, en fonction des départements, chaque préfecture a fait son audit interne
pour savoir qui devait être coupé ou pas par département. Pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche, pour les gens de la téléphonie, par exemple, ils ont plus de 100 000 points d'électricité. Donc, c'est impossible de les préserver, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Les préfectures, elles ont essayé de privilégier les nœuds les plus importants. Les nœuds de deuxième niveau, eh bien, eux, on leur demande d'avoir des groupes électrogènes, des onduleurs, des batteries. Finalement, c'est peut-être des choses que vous pouvez vous avoir aussi au niveau de vos PME, c'est pareil. Et puis après, le dernier niveau, si on ne peut pas parce que c'est trop cher et tout et que c'est moins important, lui, il sera coupé potentiellement. Voilà. Monsieur Vachon, je vous remercie beaucoup de vos explications. On va continuer ce webinaire avec Monsieur Mort. On vous garde parce que peut-être que quelques questions vont encore, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Jennifer, elle croule sous la liste. Je pense qu'on a essayé quand même de faire un beau tour d'horizon. On verra tout à l'heure comment on va essayer de voir pour vous répondre à tous et on va s'occuper de ça après. Pour l'instant, on va demander à Monsieur Mort, à Monsieur Nicolas Mort, qui est directeur général de la médiation, de nous faire en quelques minutes, Monsieur Mort, je suis désolée, nous avons pris beaucoup de retard, mais on va quand même vous laisser quelques minutes pour vous écouter sur la médiation des entreprises liée à ce problème. Merci beaucoup, bonsoir, et je vais effectivement être rapide de ce fait. Pour vous présenter tout d'abord en quelques slides la médiation et pourquoi est-ce que nous intervenons dans le domaine de l'énergie, et notamment sur toutes les problématiques contractuelles que vous pouvez rencontrer avec vos fournisseurs d'énergie. Alors, tout d'abord, la médiation des entreprises, c'est un dispositif public qui existe depuis une dizaine d'années et qui a commencé dans le secteur industriel avec un soutien à la résolution des différends contractuels entre sous-traitants et donneurs d'ordre, et qui, au vu du développement de la médiation, qui est un mode amiable sur lequel je vais rapidement revenir, s'est développé sur l'ensemble des relations interentreprises, les marchés publics et l'innovation. Aujourd'hui, le médiateur des entreprises est nommé par le président de la République, placé auprès du ministre de l'économie, il s'appelle Pierre Pelouzet, et donc je suis placé auprès de lui. Nous avons sur l'ensemble du territoire 90 médiateurs qui sont à votre disposition et qui peuvent faire soit des médiations individuelles, et toute entreprise peut nous saisir, que ce soit une entreprise unipersonnelle ou une très grande entreprise ou une entreprise de type PME. Nous pouvons également être saisis sur des sujets collectifs lorsqu'il y a une tension entre un ensemble d'entreprises et une autre entreprise. Et puis j'y reviendrai notamment dans le cadre de la crise. Nous avons également mis en place des médiations de filières. Donc notre objectif, c'est de renouer le dialogue, restaurer la confiance et permettre une résolution amiable d'une tension ou d'un différend. Nous avons des principes d'action qui se trouvent à la page suivante. Merci Lionel. Vous les avez ici. Donc le médiateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un conciliateur, ce n'est pas un expert, ce n'est pas un sauveur, mais qu'est-ce que c'est? C'est un tiers neutre. C'est un tiers neutre, c'est-à-dire que c'est un interlocuteur qui va vous aider à dépasser le différend qui vous oppose avec un tiers, public ou privé. Pour cela, à la médiation des entreprises, nous avons 6 grands principes que vous avez sous vos yeux: la confidentialité, la neutralité, l'indépendance, l'impartialité, la loyauté et la gratuité. Nous sommes un service public. Nous débouchons en termes de médiation sur un accord simple, soit un accord qui peut être dans le cadre d'un protocole transactionnel si c'est souhaité par les parties. J'en viens à la slide suivante, je vais vite afin de pouvoir tenir les horaires que vous avez souhaités. Voilà, merci beaucoup. Donc vous avez sous les yeux les autres actions que nous menons, sur lesquelles nous ne reviendrons pas beaucoup aujourd'hui, je pense, sauf s'il y a des questions, qui sont tout d'abord toutes les pratiques que nous accompagnons, que nous suggérons en termes d'amélioration des comportements entre acteurs économiques à travers des chartes, des labels, notamment charte et label relations fournisseurs et achats responsables. Aujourd'hui, plus de 2200 acteurs économiques privés publics en France se sont engagés dans cette démarche de parcours national vers les achats responsables. Nous avons également des outils d'accompagnement au référencement ou de soutien à la trésorerie des entreprises dans le cadre de missions qui nous sont confiées par le gouvernement. En temps de crise, depuis 3 ans, nous sommes bien évidemment extrêmement sollicités. Nous avons mis en place des comités de crise, notamment sur les problématiques de délai de paiement et de conditions de paiement que nous continuons bien évidemment à assurer.
Nous avons également mis en place des dispositifs de comité de crise spécifiques dans le secteur du BTP et dans le domaine de l'énergie. J'y reviendrai bien sûr après, c'est l'objet du jour. Nous avons également développé des médiations de filières dans plus d'une dizaine aujourd'hui de secteurs économiques afin d'accompagner dans cette situation de crise les interactions entre les acteurs économiques et notamment les PME, les grands groupes, afin de pouvoir dépasser et aller vers plutôt du dialogue plutôt que de la confrontation. Enfin, nous avons également des missions de crise en cas de tensions particulières. Par exemple, nous avons aidé à la signature d'un protocole dans le cadre de la préparation des JO 2024. On pourra aussi y revenir, si vous le souhaitez, dans le cadre des questions. La slide suivante vous permet de voir nos statistiques de médiation. Donc, vous avez une bosse significative qui est malheureusement la crise Covid. Mais vous voyez que nous avons toujours une actualité soutenue en termes de nombre de médiations. Et à côté de cela, nous répondrons aussi à plusieurs milliers de sollicitations chaque année qui peuvent être sur tout sujet. Nous ne laissons aucune entreprise sans réponse quand il s'agit d'une tension contractuelle. Nous aidons les entreprises qui nous contactent à aller vers le bon médiateur, le bon interlocuteur, le bon tiers. Voilà en ce qui concerne la présentation de la structure. Je vous propose maintenant de passer à la slide suivante et de voir ensemble ce qui est mis en place depuis maintenant quelques mois dans le cadre des problématiques de tension d'énergie. Alors, tout d'abord, en début octobre dernier, a été signée par près d'une trentaine de fournisseurs d'énergie une charte de 25 engagements qui permettent aux entreprises de pouvoir bénéficier d'un certain nombre, je dirais, de garanties de qualité de relation avec leurs fournisseurs d'énergie. Vous avez ici, je vous ai mis par exemple quelques éléments. Alors, je vous invite, vous avez tous les liens dans la slide. Hein, vous pourrez bien évidemment, vous les aurez à disposition, hein, les slides après, et vous pourrez cliquer sur les liens. Sinon, tout cela est disponible sur notre site, médiateur-d-entreprise.fr si vous le souhaitez. En tout état de cause, donc cette charte des 25 engagements vous apporte notamment des qualités de relations contractuelles dans le cadre de renouvellement de contrat. Par exemple, le fait d'être prévenu 2 mois avant l'échéance du contrat et de pouvoir engager un dialogue commercial le plus opérationnel possible et d'être le plus soutenu possible dans un contexte de hausse afin de pouvoir avoir un éclairage et notamment de pouvoir comparer les offres, hein, même si elles sont bien évidemment en ce moment élevées. Cela vous permet d'avoir un certain nombre de mécanismes que vous pouvez actionner pour avoir un maximum d'informations et les fournisseurs d'énergie se sont engagés à vous apporter une information de qualité et un accompagnement, notamment en termes de possibilités d'économie d'énergie et de lisibilité contractuelle. Si ces engagements-là, je vous en ai listé quelques-uns, il y en a bien d'autres bien évidemment, je vous invite à aller vers le document en question. Si ces engagements ne sont pas respectés par un des signataires, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à nous, à la médiation des entreprises, afin de pouvoir, bien évidemment, faire valoir la bonne mise en œuvre de cette charte. J'en viens à la slide suivante, qui est si, malgré cette charte et les prises de contact que vous avez eues avec votre fournisseur d'énergie, cela se passe toujours mal. Alors, vous avez aujourd'hui 3 typologies de recours. Tout d'abord, soit vous avez un médiateur, en termes toujours de relations contractuelles, vous avez un médiateur propre au fournisseur. C'est le cas d'EDF et d'Engie. Vous pouvez directement faire appel à eux. Nous sommes bien évidemment en liaison avec eux, nous pouvons leur transmettre les dossiers, et qui, de ce fait, seront en contact avec vous en toute indépendance afin de pouvoir vous aider à dépasser le différend qui est le vôtre avec votre fournisseur. Deuxièmement, si votre entreprise a moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, à ce moment-là, vous pouvez faire appel au médiateur national de l'énergie. Donc le site internet, c'est énergie-médiateur.fr et il pourra prendre en charge votre différend. Si votre entreprise a plus de 9 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, à ce moment-là, vous pouvez nous saisir sur médiateur-d-entreprise.fr et vous serez contacté sous une semaine par un médiateur de la médiation des entreprises qui, de ce fait, pourra vous écouter par rapport à votre différend et vous accompagner ensuite dans sa résolution, sachant que de notre expérience, nous avons plus de 70% de taux de succès sur nos dossiers de médiation et nous avons aujourd'hui plus de 80% de saisines qui viennent de la part d'entreprises de moins de 25 salariés. Donc voilà, nous avons vraiment l'habitude de travailler avec des PME sur les tensions qu'elles peuvent connaître avec d'autres tiers privés ou publics. J'en viens à la slide suivante,
qui porte sur les sujets sur lesquels vous pouvez nous saisir. C'est une liste qui est non exhaustive, c'est juste pour vous donner quelques éléments de contexte. Ça peut être des non-respects des modalités de tacite reconduction. Ça peut être des difficultés liées à un problème de lisibilité du contrat. Voilà, vous avez sous les yeux un certain nombre d'items qui sont des exemples par rapport aux sujets sur lesquels vous pouvez nous saisir. N'hésitez pas à nous solliciter et nous vous répondrons bien évidemment si c'est de notre côté que nous pouvons vous aider ou s'il y a d'autres dispositifs qui peuvent vous accompagner. S'il y a des mauvaises pratiques systémiques, j'en viens au point suivant, c'est-à-dire s'il y a énormément de remontées, et notamment à travers les fédérations professionnelles, et notamment la CPME qui est partie prenante et très active dans le cadre de ces sujets énergie. J'en remercie la CPME. Il aurait été mis en place par le médiateur des entreprises un comité de crise énergie qui réunit les principaux fournisseurs et distributeurs d'énergie, les principales organisations représentatives, vous les avez sous les yeux, et également les représentants d'utilisateurs, dont la CPME, ainsi que le MEDEF et l'UEP. Et cela nous permet d'aborder les différents sujets de tension qui peuvent exister de manière systémique en termes de bons ou de mauvais comportements. Donc ces comités de crise énergie se réunissent régulièrement. C'est également l'occasion de faire le point sur ce qu'on peut améliorer, mais également de faire le point sur la pédagogie nécessaire sur un certain nombre de sujets. Ce qui nous a amené à mettre en place notamment une checklist énergie, que vous avez à la slide suivante et qui est accessible sur notre site, donc que nous avons co-construite notamment avec la CPME, pardon, et qui permet en quelques points, en une dizaine de points, qui portent tant sur le contrat que sur les aides, que sur les modalités de votre contrat énergie, que sur les recours à la médiation en cas de différend, de pouvoir avoir accès à une information fine, mais en même temps très ramassée sur vos pistes et vos leviers dans la période difficile que nous traversons collectivement. Nous sommes en train également de préparer, nous la complétons, elle a été mise à jour déjà à plusieurs reprises ces dernières semaines, et nous allons, je l'espère, très très rapidement pouvoir vous apporter aussi des informations en lien avec le sujet du jour qui portait sur le délestage, et donc de pouvoir enrichir cette checklist d'énergie au fur et à mesure des questions qui sont posées, et de la manière la plus pédagogique qui soit, de pouvoir y répondre sur une fiche synthétique, et je remercie la CPME de l'avoir largement diffusée. Donc cette liste, elle est disponible sur notre site internet et elle est mise à jour à peu près tous les 15 jours en ce moment. Donc n'hésitez pas à y revenir si il y a des questions nouvelles qui peuvent apparaître, puisque comme vous le savez, la situation est extrêmement évolutive dans ce domaine de l'énergie. Voilà, j'ai été extrêmement rapide. Vous avez tout en fin du slide et vous les aurez bien évidemment en accessibilité par lien. Vous pouvez bien évidemment nous contacter par le lien que vous avez ici présent à l'écran. Merci beaucoup. Monsieur Mor, merci beaucoup de votre présentation, qui en plus était très synthétique, donc je vous remercie beaucoup, mais j'ai quand même quelques questions. Et j'en ai une qui revient régulièrement. Tout le monde me réclame, comment peut-on être sûr que la médiation du crédit, ça soit très confidentiel, que ça soit impartial, comment être sûr que si je vais vers vous, personne ne saura que je suis allée vous voir la médiation du crédit. A priori, il y a quand même un problème avec ça. D'accord. Alors, c'est une inquiétude que je comprends, évidemment. Alors, c'est la médiation des entreprises. Hein. La médiation du crédit, c'est une autre médiation. Oui, la médiation des entreprises. Pardon. Des tensions entre les banques et les entreprises. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Mais de toute manière, nous sommes issus, justement, la médiation du crédit comme la médiation des entreprises. Nous sommes issus, nous étions d'ailleurs une équipe au départ unifiée, et nous avons les mêmes pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, dès le départ de la médiation, adopté les meilleures pratiques en termes de confidentialité et de neutralité. Et pour celles et ceux qui nous utilisent, c'est reconnu pour cela. C'est-à-dire que les médiateurs sont totalement autonomes. Il n'y a aucune intervention de tiers dans le cadre de leur dossier de médiation. Nous avons un système d'informatique qui permet au médiateur d'avoir directement accès à son dossier. Il n'y a aucune intervention tierce dans le cadre du traitement du dossier. Deuxièmement, vous avez totalement la maîtrise de l'information. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous nous saisissez, on ne va pas, quand vous déposez par exemple un dossier sur notre site, on ne va pas de nous-mêmes appeler l'autre partie. On va d'abord vous appeler vous, et on va dialoguer avec vous, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à nous,
qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a encore peut-être d'autres échanges à avoir avant de vraiment démarrer le dossier, etc., etc., etc. Ensuite, le médiateur est pleinement indépendant dans son exercice. Il a un engagement, quand il nous rejoint, à travailler de manière indépendante. Et de facto, effectivement, il mène ses médiations de manière indépendante et confidentielle. Et nous ne communiquons à aucun tiers les dossiers sur lesquels nous sommes sollicités et la nature, je dirais, des interlocuteurs avec lesquels nous sommes en contact. Donc voilà, on a quand même fait plus de 10 000 médiations depuis le début de la structure. Donc, on a une certaine expérience. Et de ce fait, cette expérience-là, elle est à votre disposition aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle crise que nous traversons. Pour information, cela dit, à l'inverse, le fait de dire à un interlocuteur que vous comptez faire appel à la médiation des entreprises peut aider quelquefois à débloquer, on l'a vu malheureusement ou heureusement, sur certains dossiers, la situation sans forcément entrer en médiation. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi un effet d'annonce que vous pouvez utiliser. En tout cas, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui m'ont fait part de cet élément, donc qui n'est pas aussi à sous-estimer. Tout à fait. Alors, vous nous rassurez beaucoup et je vous remercie de votre réponse parce que c'est toujours l'inquiétude de tous les chefs d'entreprise. Donc, votre réponse peut rassurer tout le monde, sachant que vous êtes un partenaire privilégié à la CPME, puisqu'on vous envoie toujours très régulièrement beaucoup de dossiers que vous prenez en charge et que vous avez la gentillesse toujours d'essayer de solutionner au maximum. Donc, je sais qu'on travaille énormément avec vous, mais voilà, la question venant, je me devais de vous la poser et il faut bien évidemment la garder en tête parce que la médiation des entreprises, la confidentialité reste un point important pour les chefs d'entreprise que nous sommes. Merci beaucoup de votre présentation et de ce que vous faites pour les entreprises en difficulté. Juste un petit point, un petit mot de remerciement. Il est 15h57, avec 15 minutes, nous allons finir ce webinaire où nous avons été très nombreux à participer. Moi, j'ai simplement 2 remarques à faire. À tous les chefs d'entreprise qui sont là. Je pense que vous avez entendu beaucoup de choses. Je pense que le message à faire passer aux chefs d'entreprise, c'est d'abord de se préparer à ce délestage en se disant, oui, si vraiment on en arrive là, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Qu'est-ce que je dois faire en termes de sécurité? On a des bijoutiers qui sont très soucieux. Voilà, suivant les professions, comment je dois m'organiser, à quoi je dois penser. Si on me dit un soir à 5 heures, oui, vous avez un risque d'être délesté demain. Et je pense qu'il sera trop tard à 5 heures ou 5h30 de l'après-midi, à 17h30, de prendre les mesures nécessaires parce qu'elles seront prises en urgence et pas réfléchies. Donc moi, je pense que j'ai un conseil. Si j'ai un conseil, c'est que chacun fasse le point individuellement en fonction de sa propre entreprise sur, voilà, j'ai de la marchandise, j'ai du produit frais, j'ai des soucis en termes de sécurité. Comment aujourd'hui, si on n'a pas d'électricité pendant 2 heures, on s'organise pour que les choses se passent au mieux et dans la sécurité au maximum pour tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, le deuxième message, sachant que ce matin, je vois le message, c'est difficile pour l'hôtellerie, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour tout le monde. Mais sachez que malheureusement, moi j'ai un peu plus d'âge que certainement un certain nombre d'entre vous et que dans le temps, parfois on avait une tempête de neige et qu'on était coupé d'électricité sans être prévenu. Donc il faut voir les choses d'un côté positif, il faut peut-être mieux qu'on paye moins cher notre électricité et que malheureusement on soit coupé une fois dans la nuit, une fois dans l'hiver, d'électricité 2 heures. Donc on va essayer de finir par une note positive. On était ce matin avec la ministre de Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui nous a dit, elle aussi, qu'elle pensait que si tout le monde joue les jeux, et on a eu cette remarque-là tout à l'heure dans les questions, si tout le monde joue le jeu avec EcoWatt, cela ne devrait pas se passer et on ne devrait pas avoir besoin du délestage. Donc, sortez peut-être de ce webinaire positif en disant, voilà, je vais faire le nécessaire au cas où, mais si tout va bien, on doit être capable en France d'y arriver sans avoir besoin d'appliquer ça. Donc, soyez confiants, on a bien passé cette semaine. Tout le monde n'a pas forcément eu du beau temps aujourd'hui et on y est bien arrivé aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, même au mois de février. Donc, soyez confiants et bonne soirée à tous. Merci beaucoup de votre présence et au plaisir d'en refaire un la prochaine fois.